Bonjour à toutes et à tous. Éric Champagne ici pour les Carnets de la gouvernance publique. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter une conversation que j'ai réalisée avec le professeur François Vaillancourt, qui est économiste et professeur émérite au département de sciences économiques de l'Université de Montréal et chercheur au Centre interuniversitaire de recherche en analyse des organisations, qu'on appelle aussi le CIRANO. Au moment de l'interview, François nous rendait visite au Centre d'études en gouvernance afin de participer à une conférence portant sur les questions de réforme fiscale. J'en ai donc profité pour discuter avec lui d'une recherche à laquelle il a participé et qui a été publiée en 2021 qui portait sur le rendement privé et social de l'éducation universitaire. C'est un sujet qui m'interpelle, œuvrant moi-même dans le milieu universitaire, et je me disais aussi que cela pourrait intéresser grandement nos étudiants. Bref, quelle est la valeur d'un diplôme universitaire? Pour connaître la réponse, je vous invite donc à écouter l'entrevue avec François. D'ici là, restez en contact pour d'autres épisodes des Carnets de la gouvernance publique en nous suivant sur l'un ou l'autre de nos médias sociaux. Merci de votre écoute et à bientôt, j'espère. Mon invité aujourd'hui est François Vaillancourt. François est professeur émérite au département des sciences économiques de l'Université de Montréal. Il est aussi chercheur, et d'ailleurs je devrais dire chercheur très prolifique, au Centre interuniversitaire de recherche en analyse des organisations, qui est mieux connu sous le nom de CIRANO. Et pour la petite histoire, j'aimerais juste confier que dans une autre vie, François et moi avons travaillé ensemble en développement international, notamment dans le domaine des réformes du secteur public et de la décentralisation, notamment ou plus spécialement en Afrique. François, je suis très heureux de t'accueillir à l'Université d'Ottawa. Je te remercie sincèrement d'avoir accepté mon invitation. Ça me fait bien plaisir, Éric, de se revoir. Et on a très bien travaillé en Afrique et à Paris. Et c'était très agréable. Merci, François. Je sais que tu as publié récemment un chapitre dans un ouvrage du CIRANO qui portait sur les compétences et les transformations du marché du travail au Québec. Et dans ce chapitre que tu as coécrit avec Brigitte Millard et Claude Montmarquette, vous avez abordé un sujet très intéressant, soit quelle est la valeur d'un diplôme universitaire. C'est donc le sujet que j'aimerais aborder avec toi aujourd'hui, si tu le veux bien. Oui. Alors, pour débuter, j'aimerais que tu m'expliques sur quelles variables vous vous appuyez comme économiste afin d'analyser ce que vous appelez le rendement d'un diplôme universitaire. Vous parlez notamment des taux de rendement privés et sociaux de l'éducation. Peux-tu nous expliquer en termes simples, disons de manière élémentaire, pour des non-initiés, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Bien, en termes simples, ce qu'on essaie de trouver, c'est combien ça vous rapporte si, ayant reçu 100 000 $ d'héritage d'un grand-père dont vous ignoriez la richesse, et vous avez 18 ans, et vous avez le choix suivant. Je pourrais mettre 100 000 $ à la banque, dans un certificat de dépôt garanti, que je renouvellerai tous les 5 ans. Je pourrais investir 100 000 $ à la bourse, dans un index boursier. Pas dans les bitcoins quand même, c'est pas recommandé. Je pourrais m'acheter un dépanneur, ou j'ai 18 ans, je pourrais aller faire un diplôme universitaire, que ce soit en art, en génie ou même possiblement en médecine. Alors, du point de vue de la société, vous avez un choix à faire et une façon de faire le choix, c'est de se dire, combien ça me rapporte? Ce que ça rapporte, c'est ce qu'on appelle le taux de rendement. Donc, qu'est-ce qu'on regarde? Nous, donc, ce qu'on calcule, c'est le taux de rendement du diplôme universitaire. On regarde différents niveaux, mais parlons du diplôme du premier cycle, le bac. Ma personne de 18 ans, ça serait la question. Est-ce que je fais un bac en sciences politiques ou à l'Université d'Ottawa ou en administration à l'Université McGill ou en génie à l'Université de Montréal Polytechnique? Alors, si je veux répondre à la question, il faut que je sache combien ça coûte de faire des études, puis combien ça rapporte après le coût. Donc, il faut que je soustrais dans le calcul du rendement le coût. Donc, combien ça rapporte, pour commencer, donc ce que je peux avoir, c'est le flux futur de revenus qu'on établit avec les revenus rapportés dans le recensement de 2016, qui sont donc les revenus de 2015 tels qu'ils ont été transmis par les répondants au recensement choisis pour répondre au questionnaire long. Donc, c'est un ménage sur 4. Donc 25% des gens qui vont du recensement. Donc, on donnait de l'information à Revenu Canada sur
leurs différents revenus, dont les revenus de travail. Ça a été apparié et donné du recensement sur l'âge, le sexe, la scolarité, et ainsi de suite. Et ça nous donne des profils de revenus. Donc, on a des profils de revenus pour des dizaines de milliers de Québécois. Et on peut trouver, entre autres, combien de personnes, donc, prendre mon exemple tout à l'heure de 18 ans, disons que j'ai un diplôme secondaire complété en Ontario, par exemple, je ferai une étude universitaire. Quelle va être la différence de revenu entre si je faisais uniquement mon diplôme secondaire ou si je fais un diplôme universitaire? Donc, le rendement, le côté revenu du rendement provient de l'écart de revenus entre faire et ne pas faire un diplôme de premier cycle, compléter son diplôme de premier cycle. Mais ça a coûté quelque chose. Qu'est-ce que ça coûte? Ben, le montant, le petit qu'on peut mentionner, c'est les dépenses directes, l'achat de livres, de logiciels, puis ainsi de suite. Quelques milliers de dollars, c'est pas beaucoup. Les frais de scolarité, ben, là, ça varie entre les provinces. Si je suis au Québec, ben, c'est pas mal moins. On parle autour de 2500, 3000. En Ontario, on va être plus près de 6 000, j'imagine, au premier cycle. Mais ça va me coûter 3 ans, 4 ans de frais de scolarité. Puis, troisièmement, l'élément peut-être le plus important, du point de vue de l'individu, c'est combien j'ai pas gagné quand j'ai étudié. Donc, nous, on présume que si vous êtes un étudiant, ben, vous pouvez gagner 1/3 de ce que vous auriez gagné avec un diplôme secondaire, le travail d'été ou peut-être du travail à temps partiel. Donc, vous perdez 2/3 de votre revenu de diplômé d'études secondaires durant les 3 ou 4 années d'un diplôme universitaire. Donc, ça, c'est le coût. L'ensemble de ces montants-là, c'est le coût privé. Le montant de revenus perdus, c'est le montant net des impôts sur le revenu, parce que votre rendement privé, ben, c'est ce qui vous reste dans vos poches. Donc, le gouvernement prend de l'argent. Quand on fait le rendement social, on prend la perte brute, donc on ne soustrait pas l'impôt parce que c'est la société qui nous intéresse, mais surtout la grosse différence, c'est que les diplômes universitaires sont subventionnés au Québec, au Canada, de proportions variables. Donc, le coût pour la société de former quelqu'un avec un premier cycle est plus élevé que ce que la personne dépense. La différence, c'est la subvention. Et donc, on fait, pour ceux qui connaissent un peu les questions de finances personnelles, on fait un taux de rendement interne, ce qu'on appelle un taux de rendement interne, et on dit, ben, vous avez au début un montant de dépenses, vous avez à travers le temps un flux de revenus, quelle est la valeur du taux de rendement interne qui égalise ces deux montants, et ça correspond dans le fond à un taux d'intérêt. Et c'est donc la méthodologie qu'on a utilisée pour arriver à un taux de rendement. C'est une méthodologie qu'on n'a pas inventée. Les premiers calculs qu'on connaît sont au début des années 70. Entre autres, pour le Canada, un professeur Steger avait fait ça à ce moment-là. C'est pas fait tout le temps, parce que c'est un peu intensif en données. C'est très coûteux en données lorsqu'on veut calculer les taux de rendement par type de diplôme. Parce qu'il faut faire beaucoup de simulations pour dire, ben, l'université reçoit tant, mais comment est-ce qu'on répartit le coût entre un premier cycle, par exemple, de droit, puis un premier cycle intensif en sciences, comme, je sais pas moi, en chimie, par exemple. Ben, il y a des laboratoires, il n'y a pas de laboratoire, les grands amphis, il n'y a pas de grands amphis, donc les coûts varient. C'est un peu plus compliqué. Je ne sais pas si ça répond à la question. Absolument, merci beaucoup. Pour moi, ça clarifie beaucoup les idées derrière votre publication. Maintenant, sur la base de vos concepts, de votre méthodologie, qu'est-ce que tu peux nous dire à propos du rendement d'un diplôme universitaire? Mais je voudrais que tu nous dises, en fait, en d'autres termes, est-ce que ça vaut la peine d'étudier aussi longtemps? Et si oui, est-ce qu'il y a des différences significatives entre les différents cycles universitaires, premier cycle, maîtrise, doctorat? Bon, alors, oui, en général, ça vaut la peine d'étudier. OK. Bonne nouvelle pour les gens qui nous écoutent. Mais ça vaut moins la peine d'étudier pour une maîtrise et en fortiori un doctorat que pour un bac. Okay. Pourquoi? Ben, parce qu'essentiellement, si on peut dire, le gros saut, c'est universitaire ou non. Êtes-vous allé à l'université, monsieur, madame? Vous avez un diplôme universitaire. Ouais, bon, OK. Vous avez un bac en histoire et sciences politiques de l'Université d'Ottawa. Vous avez 3,8 sur 4 de moyenne. Bravo. Bon, vous avez une maîtrise là-dedans. Ouais, vous n'avez pas appris beaucoup plus de choses dans la maîtrise. Vous avez fait un petit travail de recherche.
ben bon, moi, en tant qu'employeur, je veux quelqu'un qui sait réfléchir, qui a démontré qu'il est capable de rendre l'analyse. Votre bac a démontré ça. Félicitations. Le fait d'avoir fait la maîtrise, entre guillemets, n'a pas rajouté beaucoup. Puis, le doctorat est encore moins payant. Dans certains cas, on arrive à des taux de rendement négatifs. Le doctorat, c'est plus décourageant. Peu pourquoi? C'est parce que le doctorat, si vous avez une maîtrise, rappelez-vous, on se pose la question, est-ce qu'un diplôme est payant par rapport à quelque chose d'autre? Quand on regarde le rendement du doctorat, ben, vous avez au moins un bac, puis très souvent une maîtrise. On va dire, ben, est-ce que le doctorat est payant par rapport à une maîtrise? Ben, c'est 4 années si vous êtes vite. C'est souvent plus que ça. Ça peut arriver. Disons, si on prend 4 années, si on est optimiste, avec peut-être perdre des revenus de maîtrise de 40 000 $ par année pendant 4 ans, plus les frais de scolarité, plus tout, c'est un énorme coût au début. Quand vous faites un doctorat, vous êtes plus âgé qu'un finissant de bac, vous allez avoir un doctorat, si vous êtes bien vite, vous l'avez avant 30 ans, puis il y a bien du monde qui a un doctorat entre 30 et 35 ans. Ben, à ce moment-là, il vous reste moins de temps pour gagner un revenu pour rendre le doctorat rémunérateur. Donc, la combinaison de l'horizon temporel plus petit, la perte de revenus élevée, ça veut dire qu'en général, la rémunération des formations universitaires diminue le niveau des formations universitaires. Mais, comme Éric et moi, on vous dirait, c'est quand même le fun d'être prof d'université. On peut faire ce qu'on veut pas mal souvent. Fait il y avait une rémunération non monétaire. Maintenant, il y a 2 autres éléments de comparaison, hommes-femmes. Oui. En général, les femmes ont un taux de rendement plus élevé que les hommes. Pourquoi? Ben, parce que ce qu'on constate, c'est que la rémunération des femmes qui ont seulement, pour le premier cycle, là, qui ont seulement un diplôme secondaire est plus faible que celle des hommes. Puis là, on va se dire, est-ce que c'est la discrimination ou non? Je ne sais pas, c'est possible. Mais il y a une chose qui est vraiment certaine, c'est qu'il y a certains emplois manuels avec un diplôme secondaire qui exigent une force physique qu'on associe plus souvent avec les hommes. L'exemple que j'aime donner, moi, c'est les gens qui vont en Colombie-Britannique abattre des arbres avec des tronçonneuses. Ben, c'est très payant, c'est très manuel, ça prend seulement un diplôme secondaire. Si vous pouvez faire ça toute votre vie, sans jamais être mis à pied, sans avoir d'accident de travail, vous allez gagner probablement autant qu'un bac en sciences sociales ou quelque chose, OK? Mais vous allez abattre des arbres. Vous allez abattre des arbres. Maintenant, s'il y a l'arbre est mangé par la tordeuse d'épinette ou il y a des mouvements aborigènes qui empêchent d'utiliser, ainsi de suite, vous avez un spectre d'activité très restreint. Tout ce que vous savez faire, c'est abattre des arbres. S'il n'y a plus d'arbres à abattre, vous m'avez pris à 45 ans. Vous avez une formation universitaire, vous avez fait différentes affaires, ça peut être pas facile, mais vous pouvez peut-être vous recycler. Donc, c'est ça le risque que l'on fait face. Mais les hommes, en général, ont des rémunérations plus élevées, donc le rendement va être plus faible parce que, au niveau du premier cycle universitaire, dans les grandes disciplines, les femmes et les hommes sont assez similaires en termes de rémunération. Il y a un peu de discrimination encore, mais pas si forte que ça. Puis finalement, le troisième point à retenir, c'est qu'il y a une différence de rendement entre les disciplines. De façon générale, les disciplines qui demandent de savoir compter, génie, sciences, administration, de façon générale, ces disciplines-là sont mieux rémunérées que les disciplines qui ne demandent pas de savoir compter. Donc, maintenant, j'aimerais ajouter une chose, Éric, si tu permets. Là, on parle de 2015. Dans le chapitre, on rapporte des résultats pour 2000, 2005, 2010, 2015. Bon, ceux de 2010, c'est le recensement d'Harper, fait que vous avez le droit de pas en tenir compte si vous voulez. Bon, on peut parler de 2000, 2005 puis 2015. Ce qu'on constate, c'est que la rémunération du premier cycle universitaire privé social au Québec, homme-femme, s'il y a quelque chose, elle a augmenté à travers le temps, mais elle n'a sûrement pas baissé. On parle de taux de rendement qui varient selon les groupes entre 10 et 20 %, même plus dans une couple de cas. Le taux de rendement privé, là, de 10 % réel, après impôt. Essayez de trouver ça sur le marché financier. Il n'y en a pas. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui peut vous vendre quelque chose de bien excitant. Je veux dire, on va laisser Bitcoin de côté encore. OK? Il n'y en a pas. Donc, la rémunération est
très élevé. Et moi, ce qui me rassure le plus, là, c'est que cette stabilité intertemporelle du fait que la rémunération... On aurait trouvé ça pour une année. Ouais, tu te dis, que je me suis trompé dans mes calculs, parce que les chiffres sont pas représentatifs, je sais pas trop quoi. On le trouve à chaque 5 ans. Chaque fois qu'on fait le calcul, on trouve quelque chose de similaire. Bon, la faiblesse, soyons honnêtes, là, pour les auditeurs, il y a une faiblesse dans ça, c'est que on ne contrôle pas pour ce que je vais appeler l'intelligence innée. Donc, alors, de façon générale, si vous faites une distribution des tests de QI, puis on peut poser des questions sur ce que ça vaut, mais en tout cas, on va se rendre compte que les gens qui avaient des tests de QI plus élevés font mieux scolairement que les autres parce qu'ils ont des habiletés intellectuelles peut-être plus fortes. Et par conséquent, ils sont comme sélectionnés. Le professeur au primaire leur dit « c'était bien intelligent, c'est beau, fais telle affaire au secondaire. » Au secondaire, le secondaire, écoute, va telle affaire au cégep de plus exigeant, puis rendu au cégep ou au secondaire en Ontario, va à l'université dans telle branche, c'est pas mal fort, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, il y a une espèce de sélection qui se fait. Alors, il est probable qu'une partie de la rémunération du diplôme universitaire soit associée à ce fait-là et que peut-être ces personnes-là qui seraient dans une autre branche non universitaire, mais avec les mêmes talents, auraient mieux fait. Bon, moi, l'histoire que je raconte, c'est que mon mécanicien de voiture à Montréal, durant 30 ans, avait un bac et une maîtrise en économie. Il a dit, ça m'intéresse pas, je veux être mécanicien de voiture. C'était un excellent mécanicien de voiture. Les gens s'arrachaient les places à son garage, il n'y avait jamais de problème. Et donc, il faisait très bien. Mais c'est peut-être ça qui confirme la règle. Okay? C'est possible. Je vais vous donner des exemples, ça existe. Alors, les gens me disent, oui, tes taux sont trop élevés. Ouais, ben écoutez, ils sont peut-être pas 12%, ils sont peut-être 8% réels en termes réels. Alors, 8% en termes réels après impôt, ça bat encore tous les autres investissements. Donc oui, je pense que pour le moment, dans la structure d'emploi, le fait de détenir un diplôme universitaire est rentable, risque de demeurer au Canada. Je vois aucune indication que ça va changer à court terme. Les entreprises nous disent tous, on manque de main-d'œuvre. Les universités ne forment pas les bonnes personnes. Ouais, mais un instant, là. Vous manquez de main-d'œuvre. Combien êtes-vous prêt à payer? Pas plus que ce qu'on paye présentement. Moi, je suis un économiste. S'il y a un manque sur le marché, on paye plus, le manque se résorbe, en général. Puis deuxièmement, les universités ne forment pas les bonnes personnes. Mais ça, vous écoutez les gens. On veut quelqu'un qui est à la fine pointe des connaissances, technologies de l'informatique, et qui en même temps de l'entre-gens, de la capacité de gestion. Et là, ils vous donnent une description de poste et vous dites, oui, mais là, vous cherchez le surhomme, le surfemme, puis leur enfant tout combiné. Il faut accepter que les entreprises acceptent des fois qu'ils doivent faire des investissements dans les gens qui sortent de l'université. François, c'est très intéressant, mais malheureusement, c'est tout le temps que nous avons pour cette capsule. Je tiens à te remercier encore une fois infiniment pour le temps que tu nous as consacré aujourd'hui et j'espère qu'on aura d'autres occasions pour discuter dans un avenir rapproché. Merci beaucoup, Éric. Merci, François.